Bonjour à tous et bienvenue sur l'Essentiel Radio. C'est l'émission Coupe du Monde, c'est la 3e du genre. L'essentiel du mondial, 19h-20h. C'est un rendez-vous qu'on adore de plus en plus. Merci en tout cas de nous être fidèles, merci d'être avec nous sur l'Essentiel Radio. Je le disais, 3e émission, il y en a 5 en tout. La dernière, ce sera après la finale, évidemment. Voilà. Il y a une certaine logique dans tout ça, n'est-ce pas ? Ce soir, le rédacteur en chef de cette émission, mesdames, messieurs, c'est notre ami Fred Lambert. Bonsoir Dario. Bonsoir, j'ai l'impression de vous avoir vu déjà ce matin. Oui, on passe beaucoup de temps ensemble pour le moment. C'est ça un petit peu. Donc t'es un peu le rédacteur chef de cette émission, je vais te demander de présenter la petite équipe qui sera avec nous ce soir. Alors honneur au plus ancien, au plus expérimenté, Jean-François Collin, véritable bible du football, fin collectionneur des panini depuis des siècles et des siècles. Et des maillots. Et des maillots, voilà. On en a vu des vertes et des pas mûres dans de nombreux déplacements des Lions Rouges, l'équipe nationale du Luxembourg à l'étranger. Donc voilà, il va pouvoir nous en raconter une véritable encyclopédie, grand fan de quiz sur le football. Aussi, je vous le recommande au plus haut point. Voilà. Merci. Et à ma droite aussi, Jesse Ferreira, correspondant sportif pour le quotidien et grand fan du Portugal. Il est déjà chaud pour la rencontre de samedi. Il nous invite d'ailleurs dans... On va au Seven. Voilà, il y aura beaucoup d'ambiance. Dédicace à Elson, prépare-nous la table, s'il te plaît. De la bière, du chorizo portugais. Okay. Non mais attendez. Voilà, il est déjà très très chaud. Jesse, j'ai l'impression que vous avez déjà gagné la Coupe du Monde là. Presque. Ouais, c'est un peu ça. T'es arrivé un peu en vainqueur déjà là. Hein après les 6-1, obligé. Bon, eh bien en tout cas, soyez les bienvenus dans cette émission. Il y a plein de thèmes qui vont être abordés. Le premier, ça commence maintenant. 19h-20h. Spéciale Coupe du Monde sur l'Essentiel Radio. On va parler de quoi pour commencer, cher Fred ? Alors au terme des 8e de finale, dans quel état d'esprit se trouve-t-on ? Quelles sont les équipes séduisantes ? Quelles sont les grandes déceptions ? C'est la dernière occasion peut-être de parler de l'Allemagne, de l'Espagne, voire même de la Belgique, nos grandes déceptions de la Coupe du Monde jusqu'à présent. Alors on va diviser en 2 parties. Et moi ce que je vous propose, c'est qu'on commence par d'abord ce qui vous a séduit. Les équipes séduisantes. Pour l'instant, on est à mi-chemin de cette Coupe du Monde. On commence avec qui ? On commence avec toi, Jesse ? Avec moi ? Oui. Séduisant, il faut dire le Maroc, par rapport à leur niaque, leur compatibilité, pas par rapport à leur jeu, mais et c'est la première équipe africaine avec un entraîneur africain qui arrive en quart de finale après le Ghana, le Sénégal il y a quelques années en arrière. Et le Portugal, bien évidemment. Comme par hasard. Alors on va régler le problème tout de suite avec toi, Jesse. C'est pas la peine de préciser le Portugal à chaque fois que t'as la parole, on l'a compris. Ok, on le sait. Jean-François, tes équipes coup de cœur. Que dire après ça ? Bon, forcément, je pense que le Brésil a séduit pas mal d'amateurs de foot. La France aussi, bien entendu, qui est toujours là. Ça te fera plaisir, Dario. L'Angleterre, je suis bien obligé de la citer, qui est en plein renouveau finalement, après avoir été finaliste de l'Euro et demi-finaliste en Russie, et qui est toujours là, qui a peut-être pas le jeu le plus séduisant, mais qui est quand même difficile à jouer. Et à ce titre aussi, j'ajouterai l'Argentine et les Pays-Bas. En fait, toutes les équipes, c'est facile. J'ai pas dit la Belgique. Il se mouille pas, lui. Il va être l'ami de tout le monde, lui. C'est vrai qu'au niveau du pari avec Jean-François, on va pas loin. On va pas. Ouais, ça va être. Je gagne à tous les coups. Exactement. Toi, mon cher Fred. J'ai adoré le Brésil. Voilà, il nous donne une impression de suffisance, un petit peu célébrer les buts assez rapidement en empilant les goals également. Et puis sincèrement, c'est pas parce que Jesse est là, mais le Portugal me plaît même sans Cristiano Ronaldo. Donc c'est peut-être l'année ou jamais pour les Portugais. Pour faire simple, donnez-moi les 2 équipes qui, pour l'instant, pour vous, jouent le mieux, remplissent le plus de cases positives. Si on devait mettre une note sur 10, on se dit bon, la défense, là c'est bien, le milieu de terrain ça claque, etc. Là tout à l'heure on parlait du Maroc, on sent que c'est une équipe qui est un petit peu plus emmenée par un état d'esprit, mais qui a quand même quelques lacunes. Oui, moi, Dario, je parlerai pas de séduction avec le Maroc. C'est fantastique, c'est la première équipe maghrébine à parvenir à ce stade des quarts de finale. Mais force est de constater que footballistiquement, le match face à l'Espagne n'était pas grandiose. Donc pour répondre à ta question, moi je mettrais 1 Brésil, 2 France. D'accord, voilà. Très très bien. Fred ?
Alors là, dans l'état actuel des choses, et vous allez peut-être être surpris, mais la France me plaît beaucoup. J'ai l'impression que cette 3e étoile, elle est plus très très loin non plus, et je dis ça avec plaisir. C'est pas parce que je suis belge que je parle de cette façon-là de l'équipe de France, mais cette équipe est complète, et puis il y a un entraîneur qui connaît la musique, donc j'ai peut-être l'impression que cette année pour les Bleus, la 3e étoile, elle est plus très très loin. C'est que c'est la première fois qu'il nous fait un compliment. Hein. Moi, pour le pratiquer tous les matins. Surtout que j'ai 2 Belges à côté de moi. Et toi, Jessie? Moi, je mets au numéro 1 le Portugal, bien évidemment, mais en 2, je mets la France, je l'avoue. En termes de jeu, quelle est l'équipe qui pour l'instant vous a le plus séduit? Là, je parle vraiment du jeu, là maintenant. D'accord? Oui. Parce que, par exemple, on parlait de la France, on sait qu'en 2018, la France a été championne du monde, mais le jeu était pas fantastique. Vous voyez, c'est une équipe qui a gagné grâce à de la stratégie et grâce à de l'expérience, notamment de Didier Deschamps. Là, au niveau du jeu, quelle est l'équipe qui vous le plaît le plus? Par exemple, Portugal ou Brésil, c'est laquelle qui vous plaît le plus? Brésil. Brésil? Oui. D'accord. Sincèrement, sur les 4 matchs, le Brésil, je l'avoue aussi. D'accord, Fred? Ouais, le Brésil aussi. Et puis on voit quand les remplaçants ont l'occasion d'entrer sur le terrain, c'est quelque chose de très impressionnant. Le gardien est excellent, mais il y en a un deuxième qui est tout aussi fort. Donc on a l'impression que le réservoir est inépuisable. Il pourrait aligner même une 2e équipe et se retrouver au même niveau. Le Brésil qui a un gros test là contre la Croatie. Hein. Bon, pas forcément. Mon opinion. Oui. Parce que la Croatie, c'est quand même une équipe qui est dure, hein, Ouais, mais tu vas avoir une Croatie qui a 120 minutes dans les pattes. Tout le monde a 4 matchs déjà dans les pattes. Eux ont les 120 minutes. L'épuisante séance de tir au but, franchement, je pense que ça va être compliqué contre le Brésil. Surtout que les Croates, ils n'ont pas encore convaincu lors de cette compétition. Ils sont passés les groupes, ok. Contre le Japon, c'était dur, pas évident. Là, on va avoir un vrai premier match pour les Croates. On verra que je sens qu'ils vont se faire laminer. Bon, on va revenir dans un instant, on fait une petite pause. Dans un instant, on va parler des déceptions cette fois-ci, parce que là aussi, il y a des équipes qui nous ont surpris, mais dans le mauvais sens. Hi, I'm Lizzo, and this is L'Essentiel Radio, Hit News, non-stop. Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts. That damn, it hurts. That lovey-dovey shit, was not a fan of it. I'm good with my friends, I don't want a man, girl. I'm in my bed, I'm way too fine to be here alone. On the other hand, I know my worth, and now he calling me. Why do I feel like this? What's happened to me? Oh, oh, oh. Am I ready? Ain't no doubt. Am I ready? What you talking about? Am I ready? Figure it out. To be loved, to be loved. Supposed to love somebody else when I don't like myself. Like, ooh, guess I better learn to like this. Ooh, it might take my whole life just to do. He called me Melly, he squeezed my belly. I'm too embarrassed to say I like it. Girl, is this my boo? That's why I'm asking you, 'cause you know I've been through. Ain't no doubt. Am I ready? What you talking about? What you wanna do? Think I'm ready? Ooh, think you like that? Think you like that? When I clap back like that, let me know. Sur l'Essentiel Radio, émission spéciale Coupe du Monde, bienvenue. La Coupe du Monde.
On en parle sur l'Essentiel Radio. Hit News non-stop. On a Fred Lambert, on a Jean-François Collin, on a Jessie Ferreira, tout le monde autour de la table. On continue de débriefer cette Coupe du Monde. On est à la moitié de la compétition, grosso modo. On va attaquer les quarts de finale. On a parlé des équipes séduisantes. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des déceptions. Parce que ça, c'est une Coupe du Monde. Et comme toute Coupe du Monde, on a des déceptions. Mais là, j'ai l'impression que cette année, ce sont des semi-remorques de déception qui sont arrivées. Ouais, alors naturellement, on aurait tendance à parler de la Belgique, mais il faut pas oublier l'Allemagne aussi, qui est quand même habituée à aller jusqu'au bout, et ça fait quelques fois que c'est de plus en plus compliqué. On se demande ce qui se passe avec cette Mannschaft qui écrasait tout sur son passage par le passé et qui tout à coup n'y arrive plus. Donc je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi avec l'Allemagne. C'est vrai, c'est une déception qui passe pas les phases de groupe, mais si on regarde bien face au Japon, ils auraient pu en train de mener 3-0 à la mi-temps, ça serait tout à fait normal. Malheureusement, ils ont raté leur fin de match. Ensuite, ils font un très bon match contre l'Espagne, ils égalisent, et le dernier match, ils font leur travail, ils gagnent contre le Costa Rica. Ils sont éliminés avec 4 points malheureusement. Et alors pour moi, l'Allemagne, c'est pas une déception. Oui et non. Oui, je suis pas tout à fait d'accord, parce que tu te retrouves dans un groupe avec Espagne, Japon et Costa Rica, tu es la Mannschaft, et c'est pas possible, quoi. Oui, sur le papier, Deux fois de suite. En 2018, tu te fais sortir par la Corée du Sud. La Suède et la Corée. Et ici, non, la Mannschaft, c'est inacceptable, c'est une déception. Je sais qu'il y a des circonstances atténuantes, que le match du Japon contre l'Espagne était un peu bizarre, mais ça reste la déception. Les Diables Rouges, bon, je suis pas tout à fait neutre pour en parler. Déception, mais pas surprise. Pour moi, c'est pas une déception parce que, tu te rappelles, j'ai dit que la Belgique allait pas passer les groupes. C'est vrai. Il avait dit merci, au revoir. Voilà. Et dommage, j'apprécie énormément la Belgique, je vous promets. Mais c'était prévisible. Il suffisait de voir les quelques matchs de Ligue des Nations, notamment face aux Pays-Bas, et ce fameux match à Kuwait City contre l'Égypte où tout s'était déjà démantelé. Tu sentais que forcément on allait vers quelque chose, vers une déliquescence des Diables Rouges qui s'est confirmée avec des phases de groupe complètement horribles. Ma plus grande déception, c'est l'Espagne. Ok, je voulais y venir. Justement, l'Espagne, qui, on se souvient, juste après le premier match du premier tour, était déjà, on la mettait déjà sur le podium. C'est ça leur faute. Parce qu'on a vu contre le Maroc, c'est bien beau de faire des passes, avoir 80% des balles, mais s'ils tirent pas au but, ils peuvent pas marquer. Ils ont eu un tir cadré et un poteau. Mais il y a que les étrangers à l'Espagne qui ont mis l'Espagne favori. Il faut savoir que la presse espagnole était extrêmement virulente, même à l'annonce de la sélection déjà au départ. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le jeu de l'Espagne, le jeu de l'Allemagne, ce sont des jeux qui ont fonctionné, des systèmes de jeu qui ont fonctionné pendant 20-30 ans et qui aujourd'hui sont complètement passés? Je dirais même pas 20-30 ans. L'Espagne, ça a fonctionné pendant quelques années. Je pense qu'on a assisté quelque part à la mort du tiki-taka. Une de mes idoles, c'est Diego Armando Maradona. Il avait coutume de dire, si tu rentres dans le rectangle sans tirer au but, c'est comme danser avec ta sœur, ça n'arrive à rien. Ouais, c'est exactement ça. On peut utiliser cette métaphore. Et l'Espagne, on les a vus aussi contre le Maroc. Ils ont eu la possession en permanence. Et en tant que Belge, on sait quelque chose. Avoir la possession, ça sert pas grand chose. On s'en rappelle contre la France en 2018. Mais oui, forcément, l'Espagne, c'est aussi une des déceptions. Et alors que dire des Diables Rouges? JF le disait. Les Diables Rouges étaient dans le groupe de la Croatie, les Diables Rouges étaient dans le groupe du Maroc. Ces deux équipes sont en quart de finale. Peut-on parler de déception quand deux équipes du groupe sont encore 2 tours plus loin? C'est une vraie question. Là, on a quand même 3 équipes qui faisaient partie. Je dis bien qui faisaient partie. J'utilise l'imparfait exprès. Belgique, Espagne, Allemagne. Les 3 équipes vont être en reconstruction. Quelle équipe vous voyez se reconstruire le plus rapidement possible, ou qui a le plus de potentiel, en tout cas, par rapport à la jeune génération? La Belgique, j'ai l'impression que ça va être dur. Oui, bon, le potentiel, il est allemand. Clairement, je pense que le réservoir allemand n'est pas comparable à celui, par exemple, de la Belgique. On ne boxe pas dans la même catégorie. Je pense que l'Allemagne... Mais attention, parce que l'Allemagne, ça fait 2 fois de suite, quand même, ce qui est absolument inédit dans leur histoire, qu'ils ont un couac comme ça. Bon, la Belgique, ça va être compliqué, en tout cas, de revenir à ce niveau-là. Peut-être obtiendront-ils un bon niveau, mais pas un super niveau. Quant à l'Espagne, je pense que c'est une véritable philosophie de jeu qu'ils doivent remettre en place et se regarder dans la glace. Moi, je suis d'accord avec toi par rapport à l'Espagne, la philosophie du jeu. Mais par le potentiel, c'est l'Espagne. Ils sont tous jeunes, 18, 19, 20 ans. Pedri, Gavi, et j'en passe, Rodri. En plus, ça rime.
L'Espagne, c'est comme une équipe. Quel poète, Jesse. Pendant plus de 15 ans, l'Espagne, c'est une équipe qui a été construite grâce à deux équipes, hein, Real et Barça. Hein. C'était une équipe qui était entièrement composée de joueurs de voilà. Il suffit que les clubs ne fonctionnent plus très très bien et je pense que l'Espagne en pâtit également. Hein. Oui, puis Dario, tu n'as pas toujours eu une entente cordiale entre les gars du Real et les gars du Barça. Hein. Mais donc, ça a gagné. Oui, à ce moment-là, ils sont parvenus à effectivement avoir une espèce d'entente de circonstances. C'était les années là où Mourinho était entraîneur au Real et Guardiola à Barcelone, où ils se fightaient sur le terrain. Mais par contre, en sélection, ils étaient unis. Ils sont venus champions du monde et champions d'Europe en l'espace de 2 ans. Fad? Non, moi je m'inquiète pas pour l'Espagne non plus. Hein. C'est sûr qu'il y a une vraie philosophie de jeu à revoir probablement pour gagner en efficacité, mais ça n'enlève rien au championnat espagnol aussi qui reste omniprésent, omnipotent aussi. On le voit hein, pour le moment en quart de finale, il y a une majorité de joueurs de Première Ligue, mais juste derrière, c'est les joueurs de la Liga et notamment beaucoup dans cette équipe du Maroc qui fait la pluie et le beau temps hein, pour le moment. Bon, maintenant on va se projeter. Là, on a fait le petit bilan. Ça y est, on a la moitié de la compétition. On va revenir dans un instant et on va parler du Portugal. Est-ce que c'est l'année du Portugal? Vous ne bougez pas. À tout de suite. C'est l'Essentiel Radio, émission spéciale Coupe du Monde. En panne d'idées sorties? Brunch, balade, expo, spa, concert, resto, activités en famille. Retrouve l'événement qui va chambouler ton week-end et booster tes soirées sur Super Miro. Qui a dit qu'il n'y a rien à faire au Luxembourg? Redécouvre ta ville avec un concentré de bonne humeur sur supermiro.com ou télécharge notre super app. Super Miro, c'est tous les trucs à faire juste au coin de ta rue. Bon, pour vendredi soir, on invite qui? Lisa, ça te dit? Ah ouais, clairement. J'ai trop envie de la revoir. Et Olivier, t'en penses quoi? Olivier? Bien sûr. Marie? Si Olivier vient, Marie vient aussi. Pas faux. Bon, on a oublié personne? Si, on a oublié Paul. Ah bah oui, évidemment, Paul, on l'invite, c'est sûr. Chaque moment de partage, entre amis ou en famille, commence toujours avec Paul. Paul Faber vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Découvrez toute la gamme de créments Paul Faber sur paulfaber.lu, une marque de domaine Moselle. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Que vous soyez Grinch ou plutôt Dinner for One. Ah, good evening, Miss Sophie. Good evening. C'est bientôt la période des émotions fortes. Avec l'offre Duo Plus d'Eltrona, ne ratez plus rien sur le grand écran. Grâce à l'internet ultra haut débit et TV Plus avec replay. À partir de 42 € par mois pendant 24 mois. Et pour mettre sous le sapin, une TV 4K 50 pouces pour seulement 99 € au lieu de 499 dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur eltrona.lu. Eltrona, ton univers, ton choix. Retour de tous tes hits préférés dans un instant sur l'Essentiel Radio. Top Carrelage, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Salle de bain sur mesure, carrelage, sanitaire, revêtement, aménagement intérieur. Top Carrelage, 2 adresses. Top Carrelage Luxe à Rumelange au Luxembourg et Top Carrelage Thionville dans la zone du Val-Marie avec son showroom de 600 mètres carrés. Le top du top, c'est bien Top Carrelage. Le Mondial 2022, ça se passe aussi sur l'Essentiel Radio. L'Essentiel Radio. Sabi girl no dey too like talk. Animals dey in human form. Body man nobody like walk, but you must hustle if you want job. You no finish they won't fight us. If them they run them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me could deny my fantasy. They want to check if my tap ain't no wrong. But it rush well, it be much. Now gonna make my tap in the rush. The kind money we touch, yeah. It rush well, it be much. No be hype, everybody they crush. There's no darling with us. For me, Jack Bata, I dey go Ghana. You never thought you dey from papas. Which kind of money we never see before. Cause hello me, got me feeling I'm the one. Ajay. Can never take my cake away. Ajay, you can't count my grace. I just did my lane. You no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me
C'est une nouveauté sur l'Essentiel Radio, il s'appelle Aerostar. 19h, 20h. Spéciale Coupe du Monde sur l'Essentiel Radio. 5 émissions en tout pendant toute la durée de la compétition. On est déjà à la 3e émission. Le rédacteur en chef ce soir, c'est Fred Lambert. On va parler du Portugal. Oui, et on se pose une question. Est-ce enfin l'année du Portugal? Les Portugais sont-ils plus forts que jamais? Avec ou sans Cristiano Ronaldo? Stop ou encore? Et le Maroc peut-il créer une nouvelle surprise en les éliminant? Réponse samedi. Jesse, qu'est-ce que t'en penses? Moi, sincèrement, le Portugal est plus fort sans Ronaldo. J'ai pas envie je critique pas le joueur. Tu le disais déjà d'ailleurs lors de la première émission. C'est vrai. Et on a eu la preuve face aux Suisses. Ronaldo sera le plus grand joueur portugais de tous les temps, en tout cas jusqu'à présent. Mais il peut avoir une place de leader, mais pas au sein des 11 titulaires. Mais sur le banc, il peut apporter son expérience, il peut apporter son leadership, sa motivation, son endurance, son travail. Mais sur le terrain, il n'arrive plus. On a eu la preuve. Ça s'appelle un entraîneur, ce que tu dis là. Oui. Mais à un certain moment, il doit mettre son ego de côté et donner la place aux jeunes. Et même si je me fais critiquer par d'autres Portugais, oui, tu critiques Ronaldo, c'est pas une question de critique, c'est une question sur le terrain. Et c'est un jeu collectif et pas individuel. Sinon, il va jouer au tennis avec Nadal et Federer. Un clin d'œil pour les Suisses et les Espagnols. Ou sinon, je cherche un partenaire de padel aussi. Jean-François. Entre retraités, ce serait pas mal, ça. Ouais. Ronaldo, le plus grand joueur de tous les temps portugais, oui, sans doute. Je suis d'accord, mais Eusebio était 3e en 1966. C'était une autre époque. Ah oui, c'était une autre époque, mais n'empêche que Ronaldo n'a toujours pas fait 3e. Bon, moi je trouve que tout ça, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, pourquoi? Parce qu'on est en train d'évoquer le Portugal possible, plausible, champion du monde qui pourra aller au bout à un moment où justement ils ont plus que sur une patte, selon leur star absolument ultime. Donc quelque part là, on entre dans une zone où personne ne s'y attendait. Maintenant, attention, replaçons les choses dans leur contexte. Moi, j'ai vu le match contre l'Uruguay. C'était très serré. Ils ont bénéficié d'un penalty cadeau à la fin du match qui leur a permis d'émerger. Donc voilà, ils sont là, ils l'ont mérité. Ils ont explosé la Suisse où manifestement il y a eu un petit problème de virus dans l'hôtel des Suisses. C'est un autre problème aussi. Ils ont un tableau extrêmement favorable parce qu'ils rencontrent un Maroc qui, je crois, a beaucoup couru, a laissé beaucoup d'énergie contre l'Espagne en 8e de finale avec 120 minutes de jeu dans les jambes. Donc a priori, le Portugal qui a beaucoup plus économisé ses ressources fait figure de large favori. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le Gonzalo Ramos qui a éclaté avec 3 buts et le Rafael Leao sur lequel il faut compter aussi, qui est rentré, lui a marqué, Ronaldo n'a pas marqué. À chaque fois, il a besoin de 5 minutes pour marquer un but, Rafael Leao. Mais c'est pas seulement ça, mais regarde Jean-Félix, regarde les joueurs qui sont beaucoup plus libérés lorsque Ronaldo n'est pas sur un terrain. Faut pas se voiler la face, tout simplement. Faut arrêter. Même les Portugais, ils commencent à ouvrir les yeux. Il y a eu un sondage au Portugal. Alors ce sondage, oui, il est très controversé parce qu'il aurait été fait sur un nombre assez limité de personnes. C'était fait sur Internet, en anonyme. Enfin, c'est pas vrai, non. C'était un sondage, un journal très populaire au Portugal. Mais je suis d'accord avec toi. Et 70%, ils aiment Ronaldo, mais ils veulent voir Ronaldo sur le banc. Désolé. Et si par exemple c'est Ronaldo qui marque le but en finale? J'espère, mais que les dieux du foot qui rentrent à la 80 minutes, il marque le but en finale, qui soulève la coupe en tant que capitaine, il le mérite. Alors là, il y a un autre problème parce qu'il va falloir patienter jusqu'à la finale et la 80e minute. Ah ouais, je pense que Ronaldo jusqu'à la finale, jusqu'à la 80e minute, ça risque de créer des problèmes. Fred. Ouais, moi j'ai envie de croire à la belle histoire aussi. Voilà, c'est une des idoles du Portugal. On sait qu'il a fait beaucoup de choses pour l'équipe nationale, mais aussi pour l'ensemble du pays. Si seulement il pouvait mettre son ego un peu de côté pour permettre au collectif de monter en puissance et qui sait dans les dernières minutes de délivrer tout un pays qui mérite aussi d'aller chercher cette étoile, ce serait vraiment une histoire magnifique. Il y a une question qui commence, enfin il y a un petit débat qui commence à s'ouvrir sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez vu. La question c'est si par exemple ce n'est pas la France qui devient championne du monde. D'accord, qui pour l'instant fait un petit peu figure aussi de favori. Vous préférez qu'une légende gagne la Coupe du Monde? Vous préférez qui? Messi ou Ronaldo? C'est le gros débat qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux. Les anti-Ronaldo vont dire Messi, les anti-Messi vont dire Ronaldo, il n'y a pas photo. C'est négatif ce que tu dis là. C'est négatif, tu parles d'anti. Moi, je pars du principe que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Oui. Lionel Messi. Moi je dis ça aux femmes. Mais vraiment, c'est la citation là, je la sors souvent aux femmes. Je vous promets. Et ça marche ou pas? De temps en temps. Bah tu vois le Portugal, de temps en temps aussi.
Tiens, Fred, par exemple, la légende Messi ou Ronaldo? Moi, je suis plus Cristiano Ronaldo. Lionel Messi m'inspire pas grand-chose. En fait, il manque un peu de charisme. Ok, techniquement, on le voit, il peut faire la différence à tout moment. Mais voilà, Cristiano Ronaldo, il y a une belle histoire. On sait qu'il a eu des moments difficiles aussi avec la perte d'un enfant il y a pas longtemps. Donc voilà, je me sens un peu plus européen que sud-américain. Donc j'ai envie que le Portugal aille au bout. Bon, ce débat est en tout cas est clos. Présente-nous le chroniqueur qui vient avec nous. Voilà, Nicolas Grelier, un de nous journalistes sportifs qui a l'occasion aussi d'accompagner l'équipe nationale en déplacement sur tous les fronts, sur tous les sports, régulièrement au stade de Luxembourg pour suivre les Lions Rouges. Il connaît bien le football. Il a participé aussi au supplément de l'essentiel pour la Coupe du Monde. Et Nico est venu nous parler d'une chose en particulier, le phénomène Kylian Mbappé. Qu'en dire? Par où commencer, Nico? Eh ben alors c'était pour, c'est un article en fait qu'on va publier dans le journal demain sur Mbappé, parce qu'en ce moment il y a un peu une frénésie autour du buteur des Bleus, qui est le meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 5 réalisations déjà. Au Qatar, sa tête est absolument partout, elle est même sur des immeubles, aux côtés de Pelé. Là-bas on le compare déjà un petit peu à Pelé. Pelé qui l'a adoubé d'ailleurs, aussi lui-même. Hein. Ouais. Comme quoi c'était son descendant, enfin son héritier, son digne héritier. Ils ont fait des photos tous les deux récemment. Parle bien dans le micro, comme ça, bien. Ils ont fait des photos tous les deux récemment. Et il y a eu les conférences de presse là récemment. Et sans surprise, toutes les questions étaient orientées sur Mbappé. Que ce soit pour les Anglais, pour les Français, tous les joueurs étaient questionnés sur Mbappé. Il y a même en Angleterre le Sun qui a carrément été trouvé un Kylian Mbappé en Angleterre à Leicester. En fait, ce Kylian Mbappé, en fait, c'est le petit cousin de Mbappé. Donc c'est le fils du père Wilfried Mbappé. Et donc ça témoigne quand même de la folie Mbappé. Il y a un Mbappé Nuggets qui va ouvrir. C'est fort possible. On en est là, tu vois, on en est là. C'est quand même la clé du match aussi. Est-ce que Mbappé a pas gagné la guerre psychologique de toute façon, quoi qu'il arrive là déjà? J'ai l'impression que il fait peur. Juste, on a l'impression que la France arrive déjà avec 1-0 pratiquement déjà. Oui, mais attention Dario, parce que là, effectivement, il focalise, il attire absolument tous les projecteurs. Le football se joue, que je sache, à 11 contre 11. Et Mbappé sera probablement, s'il a aligné, mais je n'en doute pas un instant. Il peut libérer les autres joueurs comme Dembélé, Griezmann. Parce qu'on parle des anti-jeux, Mbappé va mettre 1-2 joueurs sur lui, ce qui peut permettre les autres joueurs de briller, de prendre l'ascendant. Tu sais, si tu focalises toute l'attention anglaise sur leur flanc droit ou le côté gauche où évolue plutôt Mbappé, on parle beaucoup de Kyle Walker, de Trippier, ça va être le match, ça va être le match dans le match. Mais de l'autre côté, je suis désolé, moi depuis le début de la Coupe du Monde, j'ai vu un excellent élément chez les Bleus côté droit qui s'appelle Dembélé et qui peut faire très très mal du côté de Luke Shaw, du côté de l'arrière gauche anglais, de Maguire et de Stones, la défense anglaise qui n'est pas toujours des plus rapides. Donc attention, l'idée de Deschamps d'ailleurs, visiblement. Vous, Français, ne seriez pas en train de faire une manœuvre de diversion? Alors c'est pas nous, c'est Didier Deschamps. Et moi je serais même pas étonné que ce soit un but de Griezmann, vous voyez, contre l'Angleterre. Voilà. Il y a de la diversité, il y a de la qualité. Le centre libéré et voilà. Mais on oublie souvent le jeu des Anglais. Devant, c'est costaud les Anglais. Ils ont 5-6 joueurs offensifs qui peuvent jouer titulaires. Ils sont très costauds. Ils ont prouvé qu'ils sont capables de marquer plein de buts. Est-ce que la France et l'Angleterre, c'est pas le même idée, même combat, une attaque très forte, une défense plutôt fébrile? Oui, avant le tournoi, je t'aurais dit oui, mais la France a prouvé qu'ils sont costauds derrière aussi, avec Varane, Hernandez. Moi je comprends pas trop ces doutes sur la défense française. Je pense que la défense britannique est plus friable, la qualité est légèrement plus présente côté français. Pour moi, ce serait du 55-45. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, et puis il y a les joueurs, il y a pas mal de joueurs français offensifs qui défendent énormément, comme Griezmann ou Dembélé aussi sur son couloir, bloque un peu les défenseurs, les attaquants. Moi, ce quart de finale, il m'impressionne et je l'attends avec impatience, car on sent aussi tout le poids de l'histoire entre ces deux grandes nations européennes, deux oppositions de style. Voilà, on connaît la rivalité entre les deux pays, une seule mer les sépare. Et sincèrement, j'ai vraiment l'impression que ça va chauffer samedi et j'ai vraiment hâte que ce match commence. En tout cas, c'est la plus belle affiche des quarts de finale. Ça, il faut l'avouer. Le jour de gloire ou Waterloo? Et ben sur cette citation, n'est-ce pas? On se fait une petite pause, puis on revient dans un instant. Vous ne bougez pas, émission spéciale Coupe du Monde sur l'Essentiel Radio. Comment avancer
danser sans toi. J'entends tes pas dans la soirée. Mon cœur en panne, faut le réparer. Sans toi, rien n'est pareil. Je t'aime si tu savais. On voulait toucher le ciel. On s'est brûlé les ailes. Depuis tu hantes mes pensées. J'aimerais tout recommencer. And I've been waiting, I've been searching. If you want me, you'll find me. Time is running out, oh, come and find me. Oh la 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 la, oh la la. Every wake I'm dreaming, every place, every single face is reminding me of you. Oh la 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 la, oh la la. I can't remember what's real, it's too late. Now I can't escape and get you off my mind. Oublier mes pensées, j'ai joué, mais j'ai échoué. Si tu savais, je t'aimais et je t'aimerais. Mais j'ai gardé depuis hier, et t'es la seule que je désire. La nuit ton charme opère, pour toi j'aurais donné tout ce que j'avais. On a touché le ciel, sans se brûler les ailes. Mais sans toi rien n'est pareil, on pourrait tout recommencer, tout recommencer. And I've been waiting, I've been searching. If you want me, you'll find me. Time is running out, oh, come and find me. Oh la 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 la, oh la la. Every wake I'm dreaming, every place, every single face is reminding me of you. Oh la 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 la, oh la la. I can't remember what's real, it's too late. Now I can't escape and get you off my mind. Oublier mes pensées, j'ai joué, mais j'ai échoué. Si tu savais, je t'aimais et je t'aimerais. Oh la 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 la, oh la la. Every wake I'm dreaming, every place, every single face is reminding me of you. Oh la 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 la, oh la la. I can't remember what's real, it's too late. Now I can't escape and get you off my mind. Oublier mes pensées, j'ai joué, mais j'ai échoué. Si tu savais, je t'aimais. I'm drowning. Bonjour, bienvenue sur l'Essentiel Radio, émission spéciale Coupe du Monde. L'essentiel du mondial. 19h-20h. 5 émissions au total. En plein cœur de la compétition de cette Coupe du Monde hivernale, autour de la table, nous avons le rédacteur en chef ce soir, c'est Frédéric Lambert, Jean-François Collin et puis Jessie Ferreira. Tiens, juste avant de te donner la parole, Fred, je viens de dire Coupe du Monde hivernale. Qu'est-ce que vous pensez, là, votre œil de spécialiste de cette Coupe du Monde pour la première fois en hiver? Tiens, votre regard sur cette Coupe du Monde. Je pense, Dario, pour avoir eu contact avec plusieurs personnes qui étaient sur place au Qatar, que là-bas ça se ressent déjà beaucoup moins, climat oblige. Ici, forcément, on a peut-être moins, sans doute même beaucoup moins d'engouement, notamment pour parader en rue, pour faire la fête, etc. Mais moi, je trouve que sportivement, l'aspect principal, c'est pas le fait que cette Coupe du Monde se déroule au cœur de l'hiver ou à la fin de l'automne, mais c'est qu'elle coupe les compétitions domestiques, les championnats en deux. Et ça, je pense que pour les joueurs, c'est une donne tout à fait nouvelle, tout à fait différente. La préparation était beaucoup plus courte et d'où parfois peut-être certaines surprises auxquelles on a assisté en début de compétition. Vas-y, Jessie. Ouais, Jessie. Moi, j'apprécie pas, sincèrement, parce que je trouve que la Coupe du Monde, ça reste aussi une fête pour les gens. Et il y a rien de mieux de pouvoir sortir à l'extérieur, regarder des matchs sur les creux géants avec des fan zones et pouvoir même fêter. Là, il fait froid, les gens ils regardent la plupart à la maison les matchs. Ils sortent même pas dans les cafés ou dans les pubs pour aller voir les matchs. Ils restent à la maison car il fait tellement froid. C'est pas la même ambiance. Et toi, Fred? Alors moi, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à cette Coupe du Monde hivernale et finalement, je me prends au jeu. Voilà, on regarde une Coupe du Monde sur les marchés de Noël, c'est du jamais vu, c'est de l'inédit, mais ça me plaît. Le ballon roule, la terre tourne et tout va bien. Donc sincèrement, le jeu a repris ses droits. L'autre débat qui court en ce moment, tous les spécialistes qui sont là-bas disent qu'au niveau d'organisation, par contre, c'est carré, c'est vraiment bien fait. Ouais, JF peut en témoigner. Il a eu quelques personnes sur place. Ouais. C'est assez exceptionnel de par la proximité de tous les stades où on peut assister. Alors ça, c'est assez exceptionnel. À 3 matchs sur une seule journée, c'est du jamais vu. Bon, après, voilà. ils ont que 2 lignes de métro aussi, hein, donc c'est plus simple. Oui, mais qui doivent marcher aussi, hein. Ils ont 45 minutes à marcher de temps en temps, je crois. Oui, mais manifestement, les transports fonctionnent très très bien, dans des conditions assez luxueuses, si j'ai bien compris. Les horaires sont respectés. Leur avantage, c'est l'exiguïté, évidemment, comme Fred le soulignait, du pays. Hein. Un gars qui était là-bas me disait, c'est comme si tu vas voir un match à Dudelange et puis après à Luxembourg.
Voilà, donc forcément, c'est beaucoup plus facile que d'un pays de la dimension de la Russie. Je rigolais en parlant des 2 lignes de métro, parce que la grande peur pour les Jeux Olympiques à Paris, c'est justement les transports, les grèves, les systèmes, etc. Il y a moins de grèves au Qatar. Bref, Fred, je te donne la parole. Oui, bah là, alors on se pose une question. Est-ce que le Brésil et l'Argentine vont passer les quarts de finale pour s'affronter pour une demi-finale explosive? Ce serait très rare, un Brésil-Argentine en Coupe du Monde. Voilà, ont-ils la voie de libre? Certains disent aux Pays-Bas, c'est votre premier match de la Coupe du Monde, c'est un peu violent pour Virgil van Dijk, on l'a vu cet après-midi. Est-ce que la Croatie peut refaire le coup de 2018 en passant une nouvelle fois grâce au tir au but? Les vraies questions par rapport à cette partie de tableau. Brésil, Argentine, ont-ils déjà la voie libérée? Brésil, oui. Je ne sens pas que les Croates vont faire quelque chose contre le Brésil. Je crois qu'ils ont le chemin ouvert jusqu'en demi-finale. Par contre, l'Argentine, ça sera plus compliqué. Car ils sont pas flamboyants. Certes, ils ont un Messi qui fait sa Coupe du Monde, qui marque. Mais les autres joueurs, ça reste un peu... Ça reste à voir, en fait, contre les Hollandais. Bon, moi, comme très souvent, que ce soit au niveau du foot ou des femmes, Jessie, je vais faire parler mon cœur. Et mon cœur, forcément. Mais non, mais mon cœur, il penche pour le choc sud-américain Brésil-Argentine, qui contrairement, enfin, ou plus ou moins pour modérer ce que disait Fred, ce sera déjà la 5e confrontation dans l'histoire de la Coupe du Monde entre ces deux géants d'Amérique du Sud. Alors je parlais de Maradona tout à l'heure, qui reste quand même mon dieu vivant sur un terrain de foot, et de cette histoire de danse. Brésil-Argentine, ça reste samba contre tango, sans oublier que le tango est une pensée triste qui se danse. On verra la suite. Alors en plus cette Coupe du Monde, l'histoire dans l'histoire, c'est justement cette confrontation entre deux géants qui vont tirer leur révérence, hein, Fred. Hein, ouais, c'est ça. Cristiano Ronaldo et forcément aussi Lionel Messi. On pense à Neymar aussi, hein, pour qui ça pourrait être la dernière. On a eu des grosses craintes après le premier match où il s'est une nouvelle fois pris énormément de coups au niveau des chevilles. On a vu sa cheville hyper gonflée quand il est sorti du terrain. Il est de retour. On sent le Brésil en mission aussi. Peuvent-ils aller chercher cette 6e étoile? Ça commencerait à faire beaucoup au-dessus de l'écusson. Le Brésil, c'est toujours très très mystique. Les ennuis de Sentier de Pelé, j'ai l'impression que ça aussi c'est en filigrane derrière, hein. Non? Oui, ben pour eux évidemment c'est un adjuvant terrible. Hein. On les a vu déployer une banderole en hommage au roi, hein, ceux qui considèrent encore comme le roi malgré Neymar et autres nouveaux joueurs actuellement. Ça reste mythique. Le Brésil reste un véritable mythe footballistique, même si n'oublions pas que ça fait 20 ans quand même que l'Amérique du Sud. Est-ce qu'un mythe, ça fait jamais gagner, un mythe, hein. Ça ne fait pas gagner. Mais ça nourrit la légende. On va parler concrètement. On va prendre les deux équipes là. Belgique, Argentine. D'accord? Brésil, pas Belgique. Pardon, Brésil. Une obsession, Dario. C'est mon amitié pour le peuple belge. Ouais, je vois ça. On prend les équipes. Brésil, Argentine et on les dissèque. On les dissèque. On commence avec toi, Fred. Ouais, Brésil, hein, rien qu'en partant de l'arrière, c'est déjà très costaud. Les gardiens sont d'un niveau mondial. On n'avait pas l'habitude de voir le Brésil à ce niveau-là. Le gardien de Liverpool d'un côté, le gardien de Manchester City encore sur le banc. C'est l'unique club qui a fait jouer les 3 gardiens. C'est ça. Les 26 joueurs ont joué déjà, donc on sent Tite, le coach aussi, qui a vraiment créé un groupe qui va aller au bout. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe si tu la dissèques ligne par ligne, Jessie? À tous les niveaux sont costauds. À part le milieu de terrain, peut-être, ça reste à prouver, à part Casemiro. Parle bien dans le micro, La défense, costaud. Milieu de terrain, oui, Casemiro. Et après, en attaque, c'est flamboyant, hein, avec Vinicius, Neymar, Richarlison, ils sont costauds devant. Hein. Et tu sais qu'il manque Gabriel Jesus. Hein. Oui. Personne n'en parle, il a complètement disparu des radars, mais ça ne change strictement rien à la qualité de... Ils sont très costauds et je les vois aller en finale facilement. Thiago Silva, surprenant, hein. Exactement, j'allais y venir, Dario, parce que je sais qu'il était cher. Il a 39 ans, je crois, et il déclare lui-même n'avoir jamais été aussi fort qu'en ce moment. La défense tient la route, le milieu de terrain aussi. Il y a absolument aucune faiblesse, je trouve, dans cette équipe par rapport à l'Argentine qui reste très dangereuse, et je pense que les Pays-Bas vont avoir beaucoup de mal face à la Blanquille céleste, mais il y a une certaine Messi-dépendance quand même qui reste en filigrane. Mais ce qui est certain, tant le Brésil ou l'Argentine ou le Portugal, s'ils gagnent la Coupe du Monde, les 3 joueurs ils prennent leur retraite. À part Ronaldo, vu qu'il a tellement d'ego, qu'il est capable, il voudra battre le record de Roger Mila. Alors il devra jouer 2 Coupes du Monde encore. Hein. À 46 ans, jouer... Parlons de l'Argentine, on a parlé du Brésil. Parlons maintenant de l'Argentine, Fred. Ouais, ça reste un gros point d'interrogation. En début de Coupe du Monde, je les citais parmi mes favoris, mais force est de constater qu'après déjà quelques rencontres, je ne sais toujours pas quoi penser d'eux, en fait. C'est vraiment un gros mystère. Ils sont là, comme d'habitude, mais peuvent-ils aller plus loin?
c'est peut-être les Pays-Bas qui vont nous démontrer le contraire. On voit l'équipe des Pays-Bas qui monte en puissance petit à petit, bonne ambiance qui aussi, pas avec flamboyante pour l'instant. C'est ça, mais avec Van der Gaal qui connaît bien son équipe, qui connaît bien la musique aussi. Et Pays-Bas Argentine, c'est pas n'importe quel choc non plus, ça rappelle des finales de Coupe du Monde. Ils ont des belles individualités. Maintenant, il faudra voir sur le terrain face à une équipe, face à l'Argentine qui sera plus avec la niaque au combat. On verra bien. Qu'est-ce que tu penses de l'Argentine, toi, François? L'Argentine, moi, je suis assez surpris par un gars comme De Paul. Je trouve que lui, pour l'instant, il est en train, sinon de crever l'écran, n'exagérons rien, surtout qu'il a un rôle un petit peu dans l'ombre, mais c'est, je crois, un élément très utile dans l'équilibre de cette équipe, notamment par le fait qu'elle est un petit peu déséquilibrée avec Lionel Messi. Maintenant, tu parlais des Oragnes, des Néerlandais, je pense que c'est une équipe qui joue un petit peu contre nature. Les Oranges ont toujours été flamboyants, on se souvient historiquement de leurs grands joueurs. Ça a toujours été un football porté vers l'offensive, à tout craint, qui parfois pêchait par un peu trop de naïveté. Et ben là, je crois qu'ils ont très sérieusement resserré les rangs et que finalement, quelque part, c'est peut-être un peu moins beau à voir, mais attention à ce Pays-Bas-Argentine, parce que je crois que l'Argentine va se casser les dents. Mais en tout cas, c'est l'équipe qui a fait les plus ajustements dans l'équipe. Ils ont enlevé pas mal de terrain. Ils ont mis Enzo Fernandez titulaire. Ils ont enlevé Paredes. En attaque, ils ont enlevé Martinez. Ils ont mis le jeune Alvarez de City. Ils ont fait pas mal de changements, les Argentins. C'est quoi pour vous la grande différence, Fred, entre l'Argentine et le Brésil? Ouais, le style, l'envie d'aller au bout aussi. On a l'impression que l'Argentine se cache alors que le Brésil a envie de tout détruire sur son passage. Donc voilà, c'est ce côté arrogant, ça vous dérange ou pas? Ça fait partie de leur magie, moi. Voilà, la danse avec l'entraîneur. Alors il y a eu ça par exemple, et puis il y a le fait aussi de s'afficher très tôt en disant on va au bout. Ah mais c'est les jeux des Brésiliens, ils ont toujours été comme ça, même dans les années précédentes. Mais c'est pas une côté d'arrogance, c'est leur manière d'être. Qui réussit le mieux sa Coupe du Monde pour l'instant, Neymar ou Messi? Oula, je dirais Messi parce qu'il a été plus régulier. Neymar, on l'a vu un petit peu moins à cause de sa blessure, mais pour le moment, Messi est régulier et il va peut-être encore sortir de sa boîte dans les matchs à venir. La différence, c'est que le Brésil, c'est une équipe beaucoup plus homogène que l'Argentine. L'Argentine, ils sont trop sur Messi, c'est lui qui qualifie les Argentins, et le Brésil, ça tourne de tous les côtés. C'est ça, tu vois beaucoup plus Messi au sein de l'équipe d'Argentine que Neymar au sein de l'équipe du Brésil, même si les qualités sont là, mais forcément le collectif n'est pas le même. Ça a été toujours le cas avec l'Argentine. Comment ça peut se gérer au niveau du Brésil, parce qu'on parle beaucoup de ce joueur depuis le début là, Richarlison là. Ouais, l'attaquant de Tottenham qui fait. C'est lui qui a la lumière en fait aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est lui qui a la lumière, mais je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, quand il militait à Everton. C'était quand même un spécialiste des gros ratés devant le but. Alors là, évidemment, il a mis son but qui a fait le tour de la planète, son retourné, ciseaux, etc., très acrobatique, très spectaculaire. Il fait ses matchs, il pèse sur les défenses. Maintenant, pour moi, Richarlison, ça reste, alors je vais pas dire un joueur ordinaire, n'exagérons rien, mais c'est pas non plus la star ultime que le Brésil attend. On est loin des Zico et des Socrates, quoi. Vous voulez rajouter un truc, Jesse? Non, ça va. D'accord. C'est vrai, Tottenham depuis cette année. Ouais, c'est ça, il vient d'arriver. On va revenir dans un instant, faire une petite pause. Ce que je vous propose pour la fin de l'émission, les dernières minutes, on va se prendre justement ces quarts de finale, ceux dont on n'a pas parlé encore, et on va essayer un petit peu de creuser, de voir un petit peu et puis on va essayer de se projeter sur une demi-finale, voire un petit peu une finale. On va faire vraiment de la Coupe du Monde fiction. D'accord? On va faire du 100% comme ça. Bienvenue en tout cas sur l'Essentiel Radio, émission spéciale Coupe du Monde. Il y aura 5 émissions en tout. On en est déjà à la 3e ici sur l'Essentiel Radio. Vous ne bougez surtout pas. Le Mondial 2022, ça se passe aussi sur l'Essentiel Radio. L'Essentiel Radio. Jeudi 15 et lundi 19 décembre, ne manquez pas le rendez-vous Coupe du Monde de l'Essentiel Radio. Des résultats, des analyses, des commentaires sportifs avec l'équipe de la rédaction de l'Essentiel et l'Essentiel Radio. C'est entre 19h et 20h. Vivez les temps forts de la Coupe du Monde sur l'Essentiel Radio. L'Essentiel Radio. It's a News. It's a News. Non-stop. Non-stop. Entreprise, particulier, CSE, l'espace VIP du Galaxy d'Amnéville vous permet de disposer d'un cadre chaleureux et prestigieux pour des soirées inoubliables. Jusqu'à 206 invités. Cet espace convivial attenant à la salle de spectacle est le lieu idéal pour toutes vos invitations. Profitez de conditions privilégiées et d'un cocktail dînatoire avant et après spectacle pour prolonger l'ambiance festive avec vos invités. À l'affiche prochainement, Disney sur glace, le plus grand cabaret du monde, One Night of Queen ou encore Stromae. Infos et réservations sur le-galaxy.com.
Dans un instant sur l'Essentiel Radio. Retour de tous tes hits préférés. Faites de super cadeaux à un super prix. AirTag, AirPod Pro 2, Apple Watch Series 8, Samsung Galaxy Watch 5, PlayStation 5. Les meilleurs cadeaux sont chez Orange. Et parce que c'est bientôt Noël, le forfait mobile Be Unlimited avec tout illimité et sans engagement est aussi à prix cadeau à 19,99€ par mois. Informations et conditions en shop ou sur orange.lu. Orange. Tu as envie de remporter une voiture électrique, une TV dernière génération avec home cinéma ou encore un magnifique canapé? Deviens le champion des pronos de la Coupe du Monde 2022. Rends-toi sur l'essentiel.football et participe au grand concours de pronostics en collaboration avec Autopolis, Mediamarkt et Conforama. L'essentiel du mondial, 19h-20h. Radio. Le Mondial 2022, ça se passe aussi sur l'Essentiel Radio. L'Essentiel Radio.
Allez, il nous reste quelques minutes, on va terminer cette émission. Fred, on va essayer de faire le petit point, de se projeter un peu tout ça sur l'écart. Ouais, voilà, on a parlé beaucoup de la tranche sud-américaine et il nous reste la partie européenne, continentale. On sait que le Maroc et le Portugal, c'est très très proche aussi. Voilà, quid du Maroc? Peuvent-ils créer cette énorme surprise, faire tomber le Portugal pour peut-être même aller chercher la France en demi-finale? Là, on serait sur un duel carrément historique. Alors, en plus, je pense, en tant que Français, je pense que les autorités en France ne souhaitent pas un France-Maroc. C'est autre chose. On a connu un Belgique-Maroc, Dario. Oui. On a connu. Voilà. Pas qu'en France, à Bruxelles aussi, c'est dangereux là. Même aux Pays-Bas, partout. Bon, déjà, il y a une chose, c'est que je sais pas les gars, mais c'est le deuxième jour sans foot. Je sais pas vous, mais moi, ça commence déjà à faire beaucoup. On a hâte, effectivement, de plonger dans ces quarts de finale. Donc, avec le Maroc, oui, ben voilà, le Maroc, première équipe maghrébine, 4e équipe africaine arrivée à ce stade de la compétition. Pour moi, c'est une grosse surprise. Pourquoi? Mais parce que il faut savoir que l'équipe a changé d'entraîneur le 31 août, c'est-à-dire juste quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde. Vous imaginez, le Walid Regragui, qui est arrivé un petit peu de nulle part, remplaçait le grand coach Vahid Halilhodžić. À ce moment-là, on ne donnait pas cher de cette équipe en disant OK, c'est comme d'habitude, c'est un peu le bordel dans l'équipe, ils vont arriver là, ça va être n'importe quoi. Il se fait que attaché à Regragui, il y a Hakim Ziyech qui est revenu chez les Lions de l'Atlas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, par magie, l'alchimie a bien fonctionné. C'est une équipe qui s'est très bien débrouillée en poule, qui a joué un très bon match contre la Belgique, on peut en témoigner, et qui s'est extirpé de ce groupe E sans trop de difficultés. Après, ils sont tombés sur l'Espagne motivés comme jamais. J'ai rarement vu des joueurs courir absolument partout comme ça aux quatre coins du terrain. Ils ont défendu leur 0-0. Ils ont même fait plus que ça. Ils ont eu quelques occasions et ils sont tombés sur une Espagne au tir au but qui, là, je ne sais pas quel qualificatif il faut utiliser. On avait déjà vu ça la veille avec le Japon. D'ailleurs, je me demande si on n'organiserait pas un Espagne-Japon au tir au but. À mon avis, à Noël, c'est pas terminé. Surtout que Luis Enrique avait demandé à ses joueurs, avant d'arriver au tournoi, de tirer 1000 pénaltys chacun à l'entraînement. Ouais. Bah, ça a rien servi, hein. Oui, puis histoire de remettre un peu les choses dans leur contexte aussi, on a l'air surpris du Maroc, mais quand on décortique l'effectif, on voit quand même qu'il y a quelques stars qui jouent dans des très grands clubs. Oui. Bon, Yacine Bounou est à Séville, Achraf Hakimi est au PSG. Le gardien de l'Espagne l'année dernière. Voilà, Mazraoui est au Bayern de Munich, j'en passe, et des meilleurs, et puis il y a des joueurs très très prometteurs qui vont à mon avis exploser et décrocher un transfert dans la foulée. Il y a Angela sur Facebook, parce que les gens peuvent réagir, hein, les auditeurs peuvent réagir, allez le Maroc. C'est une équipe mystique, hein, le Maroc. Hein. Par contre, je vais faire une anecdote. Parle bien dans le micro. Tu parles des autorités françaises. Les autorités luxembourgeoises voudront pas que les Portugais gagnent, hein, sinon ça sera le modèle. Faut vraiment qui arrive à placer le Portugal. Mais ça s'est bien passé quand le Portugal a gagné les mêmes couleurs que le Maroc. Parce que voilà, on n'est pas des casseurs, on fait la fête ensemble. Est-ce que le Maroc, ça serait pas la Grèce 2004? Non, c'est un autre jeu. L'équipe surprise parce que je me souviens très bien en 2014, c'était une autre compétition, un championnat d'Europe, mais la Grèce, on se disait à chaque tour, ça tiendra pas. On l'a vécu, ça déjà, hein, des équipes comme ça qui arrivent au bout. 2018, la Croatie, on se disait aussi, non. On a commencé de s'inquiéter de la Croatie en demi-finale, hein. Non, mais les Croates, ça jouait au foot en 2018. La Grèce n'a jamais joué au foot. Et c'est les Portugais qui ont perdu contre la Grèce. Le Maroc, ça joue bien au foot. Le Maroc, ça joue. Ça dégage nettement moins de tristesse que la Grèce de 2004. À part qu'ils ont défendu contre l'Espagne, car en face c'était l'Espagne. Mais ils peuvent créer la surprise, mais j'ai peur pour eux. Ils ont joué 120 minutes, ils ont pas des blessés, mais ils ont des bobos à gauche, à droite. Et le Portugal a un effectif beaucoup plus élargi qui peut faire la différence. Allez, on se dépêche un petit peu. Autre match. Ouais, les derniers quarts de finale, Angleterre-France, on l'attend avec impatience. On en a beaucoup parlé aussi. Beaucoup de joueurs qui jouent en Angleterre. Que va-t-il se passer lors de cette rencontre qui s'annonce dramatique? Sur le papier, je dirais que la France est favorite. Un score.